Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de sensibilisation au bruit au travail. Je me présente, Lolita Desmaisons, ingénieure en métrologie au sein de l'AIST 63. Donc aujourd'hui, pourquoi parler du bruit? Car il s'agit d'une nuisance majeure importante dans le milieu professionnel, mais également dans le milieu personnel. Le bruit peut engendrer des gênes, fatigue auditive, stress, surdité, etc., qui à la longue ont des conséquences sur la santé du salarié et également sur la qualité de son travail. C'est pourquoi, au cours de ce webinaire, nous allons d'abord parler du son et du bruit. Nous allons également parler de l'oreille humaine. Je vais vous expliquer rapidement comment est constituée l'oreille humaine, quels sont les effets du bruit sur la santé, ce que nous dit la législation. Il y a également un petit jeu des associations pour visualiser ce que représentent les décibels. Je vous parlerai des préventions collectives, mais aussi individuelles, donc les EPI, équipements de protection individuelle. Et pour le bruit, on parle de PICB, protection individuelle contre le bruit. Et ensuite, je vous parlerai de comment le risque bruit est pris en charge par le pôle métrologie au sein de l'AIST, la prévention active, mais également par le pôle médical. Et enfin, il y aura un petit temps des questions-réponses. Donc, n'hésitez pas via le chat, comme vous a été expliqué au départ, de poser des questions au fil de l'eau. Magali va centraliser ces questions et va me les communiquer à la fin de ce webinaire. Si ce sont des questions générales, je prendrai le temps d'y répondre à la fin de ce webinaire. Si ce sont des choses plus spécifiques, plus propres à un domaine, je reprendrai contact avec la personne en question ultérieurement. Donc tout d'abord, il est important de dissocier le son du bruit. Le son, c'est un ensemble de vibrations qui est perçu par l'oreille humaine. Le bruit est un son qui peut être agréable ou désagréable, voire nocif pour l'oreille à partir de 80 décibels sur 8 heures. S'il y a une notion importante à retenir aujourd'hui, c'est cette notion de 80 décibels sur 8 heures. Une exposition prolongée au bruit ou à une source sonore ponctuelle importante peut avoir des risques sur l'audition et avoir des répercussions sur l'état de santé. Une source sonore ponctuelle importante, c'est également ce que l'on appelle les pressions de crête ou encore les niveaux de crête. Ce sont des bruits impulsionnels, ce sont des bruits qui vont monter très haut sur des temps très courts. Par exemple, une palette qui est jetée au sol, une soufflette qui est utilisée proche des oreilles. Ce sont des bruits qui peuvent vite atteindre les 130, 135, 137 décibels sur un temps très court. J'y reviendrai ultérieurement. L'oreille humaine est constituée de cellules ciliées, donc ce sont des petits filaments à l'intérieur de l'oreille qui sont symbolisés ici par des épis de blé. Et le son, donc pour rappel qui est une vibration, va faire vibrer ces cellules ciliées un petit peu comme le vent pourrait faire vibrer un champ d'épis de blé. Et donc ces cellules ciliées vont ensuite envoyer un message au système nerveux. Or, si le bruit est trop conséquent, il va détruire ces cellules ciliées, un petit peu comme le vent pourrait détruire un champ d'épis de blé. Et au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réparer ces cellules ciliées. Toute destruction est définitive. C'est pourquoi on peut parler ensuite de surdité définitive et irréversible. Donc, pour rappel, le son se propage sous forme de vibration dans l'air. Donc, l'amplitude est mesurée en décibels, dB, et la fréquence est exprimée en hertz, Hz. Une vibration rapide, c'est une fréquence élevée, c'est un son aigu. Une vibration lente, c'est une fréquence faible, c'est un son grave. Donc, il est important de dissocier les sons aigus graves de l'amplitude qui est en fait le niveau sonore. Les sons sont audibles par l'homme pour les fréquences comprises entre 20 et 20 000 Hz. En dessous, on parle d'infrasons et au-dessus d'ultrasons. Les fréquences de la parole, elles, généralement, sont comprises entre 100 et 6000 Hz. L'oreille humaine, très schématiquement, est constituée de 3 grandes catégories. L'oreille externe, avec le pavillon, le conduit auditif. L'oreille moyenne, avec l'osselet, le tympan et la trompe d'Eustache. Et l'oreille interne, avec le vestibule, les canaux semi-circulaires et la cochlée. Le pavillon va agir comme un capteur acoustique qui renvoie l'onde vers le conduit auditif.
Et le conduit auditif, lui, va conduire le son jusqu'au pavillon et au tympan qui ensuite enverront le message au système nerveux. Il faut savoir donc que le bruit peut avoir des effets sur la santé avec des effets non traumatiques et des effets traumatiques. Au niveau des effets non traumatiques, on va parler plutôt de difficultés de concentration, troubles du sommeil, agressivité, irritation, troubles de l'équilibre, vertige, nervosité, stress. À court terme, on peut parler de fatigue auditive ou encore de baisse auditive et à long terme de perte d'audition et à la fin de surdité définitive et irréversible. Donc, comme on a pu le voir en amont, le bruit peut avoir des effets au niveau de l'oreille avec la fatigue auditive ou la surdité, mais également avoir d'autres effets, accident du travail, troubles du sommeil, stress, hypertension. Il est important de dissocier les bruits lésionnels des bruits non lésionnels. Pour un bruit lésionnel, on va parler plutôt de normes et non de réglementation. Pour les bruits non lésionnels, ce sont plutôt des seuils de tolérance et ces seuils de tolérance sont très individuels. C'est vraiment propre à chacun. Mais à savoir qu'un bruit non lésionnel n'engendre pas de risque de perte d'audition. C'est généralement ce que l'on trouve par exemple dans le secteur tertiaire et plus particulièrement dans les open space. Pour les bruits lésionnels, il faut être vigilant car il ne faut pas supprimer l'ensemble des bruits. Certains bruits sont utiles, par exemple une voiture, un bip de recul, un klaxon, etc. Donc il est important de ne pas masquer l'ensemble des bruits qui pourraient être dangereux. La perte d'audition temporaire se symbolise généralement par le fait que des sons familiers vont nous paraître plus feutrés, un petit peu comme si on parlait dans du coton. On va avoir tendance à s'exprimer plus fort que d'habitude, ou encore on va avoir des difficultés à localiser une personne qui s'exprime dans un groupe. La perte d'audition définitive se symbolise généralement par des sifflements d'oreilles, également appelés acouphènes. Alors attention, un acouphène qui dure quelques secondes et qui ne se reproduit pas X fois dans la journée n'est pas forcément évocateur d'une perte d'audition. Par contre, si ils reviennent de façon récurrente et de façon de plus en plus importante, n'hésitez pas à en faire part à votre médecin. Et le besoin de faire répéter régulièrement les choses. Si vous avez un de ces signes évocateurs, n'hésitez pas à en faire part à votre médecin du travail ou encore à votre médecin traitant pour qu'il vous redirige vers un spécialiste pour faire un bilan. Il faut être vigilant parce que le bruit peut être aussi source d'accidents, notamment avec un déficit de la concentration de par le manque de sommeil, la fatigue, le stress, etc. Et donc, pour finir, le bruit joue sur le stress, la nervosité, la concentration, etc. Ce que nous dit la législation, on considère que l'ouïe n'est pas en danger à partir de 80 décibels sur une journée de travail de 8 heures. Donc, c'est ce que je vous expliquais dès le départ. La notion importante, c'est la notion de 80 décibels. Entre 80 et 85 décibels sur 8 heures, il est nécessaire de fournir des EPI aux salariés et les salariés peuvent les porter ou non. C'est fortement recommandé, mais ça reste au libre choix du salarié. Au-dessus de 85 décibels, le port d'EPI est obligatoire et on ne doit pas dépasser la notion de 87 décibels avec le port des EPI. Il est important de privilégier en amont les préventions collectives aux préventions individuelles. S'articule la législation française autour de deux grands axes, limiter le bruit à la source et évaluer le risque résiduel reçu par le salarié, ce que je vous présenterai ultérieurement. Il est important aussi de prendre en compte les niveaux de crête. Donc, ce que je vous disais au départ, c'est bruits impulsionnels qui peuvent monter très haut sur un temps très court. En dessous de 130 dBc, donc les niveaux de crête sont en dBc, il n'y a pas de risque de perte d'audition. Entre 130 et 135, il est nécessaire de fournir des EPI. Et au-dessus de 135, le port d'EPI est obligatoire. En fonction du bruit dans l'entreprise, il y a également un suivi individuel qui est mis en place, qui est adapté, notamment avec la mise en place des audiogrammes que je vais vous présenter à la fin de ce webinaire. Ici, vous retrouvez un petit jeu des associations pour visualiser ce que représentent les décibels. En effet, il n'est pas toujours facile d'estimer ce que c'est 0, 10, 15 décibels. Ce n'est pas comme par exemple des kilos. Il faut savoir que pour une personne en bonne santé, le seuil d'audibilité est à partir de 0 décibel.
Le vent léger, ça représente environ 20 décibels. La fenêtre sur la rue, 60 décibels. La voiture, 80 décibels. Le restaurant scolaire, 85 décibels. Concert discothèque, 105 décibels. Et l'avion au décollage, 160 décibels. Ce petit jeu des associations, il a deux objectifs. Déjà, nous avons pris volontairement des choses de la vie quotidienne pour vous montrer que le risque bruit est présent dans la vie professionnelle, certes, mais également dans la vie personnelle. Donc, il est important d'être vigilant à ce risque bruit-là, également dans sa vie personnelle. N'hésitez pas à porter des EPI bruit dans le cadre d'entretien d'espaces verts, dans des concerts, etc. Et l'objectif également de ce petit jeu des associations, c'est de vous montrer que c'est très fréquent que dans les entreprises, les salariés disent je ne porte pas mes protections auditives car je n'ai pas mal. Ce qui n'est pas faux parce que le seuil de douleur est à 120 décibels. Sauf que pour le bruit, quand on a mal, il est déjà bien trop tard. Parce que pour rappel, le seuil de risque est à 80 décibels. Donc quand on a mal, il est déjà trop tard. Il faut savoir qu'en absence de tout obstacle, le niveau sonore décroît avec l'éloignement. Cependant, dans une entreprise, il y a souvent des obstacles et donc le salarié va recevoir les bruits directs, mais également les bruits indirects, c'est-à-dire les bruits réfléchis. Ce sont les bruits qui vont être réfléchis en fonction de la composition du sol, de la hauteur sous plafond, des murs, etc. C'est pourquoi, lorsque l'on fait une étude de bruit, on ne prend pas uniquement des mesures à côté de la machine, mais on équipe également les salariés pour avoir le bruit réellement perçu par l'oreille du salarié, ce qui comprend donc les bruits directs et les bruits indirects. L'autre chose à savoir, c'est que les décibels ne s'additionnent pas. Il s'agit d'une échelle logarithmique. Donc, si vous avez dans un établissement, par exemple, deux machines à 60 décibels, vous n'allez pas avoir 120 décibels dans l'établissement, fort heureusement. Il est important d'agir le plus en amont possible. En effet, la réglementation française s'articule autour de 3 grands axes: prévenir, évaluer et protéger. Donc, comme je vous le disais, en plus de percevoir les bruits directs, il y a également les bruits réfléchis. Donc, pour cela, on peut intervenir en amont par un traitement acoustique des locaux, notamment par l'insonorisation qui vise à réduire la transmission, ou encore l'isolation acoustique qui vise à réduire la propagation. Attention dans le choix des traitements acoustiques des locaux, c'est quelque chose de très spécifique. Je vous encourage vivement à vous orienter vers des spécialistes sur les équipements de protection collective qui vous orienteront vers les matériaux à utiliser et surtout les dimensions. Si vous achetez une plaque isolante mais que la surface n'est pas du tout adaptée, cela ne servira à rien au niveau du bruit. On peut également former et informer les salariés au risque bruit, mettre en place des cabines insonorisées, limiter le nombre de salariés exposés aux sources de bruit. En effet, il n'est pas toujours nécessaire que 10 personnes soient dans cet environnement de travail, alors qu'une personne peut être suffisante et les 9 autres travaillent par exemple dans un autre secteur moins bruyant. Réduire la durée d'exposition. Il n'est pas toujours nécessaire de rester juste à côté de la source de bruit sur tout le poste de travail. Mettre en place des écrans acoustiques ou des systèmes anti-vibratifs, encoffrer les machines. Attention également à l'encoffrement, c'est quelque chose de très spécifique où il faut respecter certaines normes, certains critères. Donc pour l'encoffrement, c'est pas juste enfermer une machine pour qu'elle fasse moins de bruit. Le risque, c'est que ce soit tout le contraire. Et de plus, il ne faut pas que cela engendre d'autres risques, comme par exemple des TMS pour les personnes de la maintenance qui ne pourraient plus intervenir correctement pour la maintenance de la machine. Surtout que la maintenance et l'entretien des machines est un critère important pour le bruit. Et également le choix des machines. Prenez en compte au moment de l'achat de matériel, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, du critère bruit. Maintenant, il est obligatoire que les fournisseurs vous indiquent les décibels. Donc, prenez-en compte au moment du choix du matériel. Privilégiez peut-être une machine qui fait 70 décibels plutôt qu'une machine estampillée à 95 décibels. Même si, attention, il ne faut prendre argent comptant le résultat donné. Ce n'est pas parce que la machine est estampillée sur la fiche technique à 70 décibels qu'elle fera 70 décibels dans votre établissement. Pour rappel, à cause des bruits réfléchis, etc.
Les mesures données par le fournisseur sont des mesures qui ont été faites en laboratoire, dans des cabines insonorisées, etc. Ensuite, on peut agir également via les EPI, donc les équipements de protection individuelle. Pour rappel, les EPI sont destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé et ou sa sécurité. Donc, pour rappel, lorsque dans une zone, il y a un ou plusieurs pictogrammes ronds bleus, c'est que cet EPI est obligatoire dans cette zone. L'EPI correspondant aux EPI bruit, donc également appelé PICB, est le troisième en partant du haut, donc celui symbolisé par la flèche rouge. Concernant les PICB, il est important qu'ils respectent le marquage selon la normalisation européenne. Donc pour le bruit, c'est CEN 420. Il faut s'assurer de l'efficacité face au risque, confort pour l'utilisateur et facile d'entretien. Donc, au niveau des EPI, il existe différents types d'EPI. Donc, les bouchons d'oreille jetables ou semi-jetables, en mousse, à ailettes, etc. Les protections auditives moulées, également appelées PAM, qui normalement ont l'avantage d'être plus confortables et plus adaptées parce qu'elles sont moulées à l'oreille du salarié. On injecte une résine dans l'oreille et ensuite on moule ces EPI donc à l'oreille du salarié. Donc, c'est vraiment un EPI individuel, on ne peut pas se le prêter. Et on peut jouer grâce à des filtres sur l'intensité du bruit et également les besoins en communication. Ces deux types d'EPI, donc bouchons d'oreille jetables, semi-jetables et les PAM, fonctionnent par obstruction du conduit auditif. Attention, ce n'est pas tout le monde qui tolère ce type d'EPI car cela reste quand même un corps étranger que l'on met dans l'oreille. Et il y a également les casques anti-bruit. Les casques anti-bruit, eux, ont l'avantage d'être facilement ajustables et compatibles avec d'autres EPI, comme par exemple les casques de chantier, etc. Les casques anti-bruit fonctionnent plutôt par étanchéité. Attention, pour rappel, les PICB constituent toujours la dernière action de prévention à mettre en œuvre. J'attire également votre attention sur les bouchons d'oreille jetables qui généralement ont un petit peu l'image d'être moins coûteux que des bouchons moulés. Ce n'est pas toujours forcément le cas parce que des bouchons jetables se jettent après chaque utilisation. En effet, c'est pas je les prends, je les en pose, je les mets dans la poche, je les remets, etc. Une fois qu'ils ont été moulés, ils ne peuvent plus être moulés et reprendre la bonne forme de l'oreille. Et surtout, il y a un fort risque de contamination du conduit auditif. Donc, les bouchons jetables se jettent après chaque utilisation. Donc, si un salarié doit mettre des bouchons pendant 8 heures, en comptant les pauses, etc., il utilise énormément de bouchons jetables. L'autre chose concernant les bouchons jetables, je vous ai mis ces bouchons en photo. Les bouchons, donc c'est les petites mousses jaunes avec l'arceau bleu. Ceux-là sont de moins en moins recommandés parce que bon, déjà ils sont jetables et en plus très peu adaptables à l'oreille. L'arceau est rigide et on ne peut pas les régler correctement. Au niveau des bouchons semi-jetables, donc c'est ceux à ailettes orange généralement ou jaune avec un petit fil derrière. Ces bouchons réutilisables ont une durée de vie également. C'est un nombre d'utilisations, c'est toujours noté sur la fiche technique du produit. Attention, ce n'est pas des EPI à garder à vie. Maintenant, il existe des des protections individuelles contre le bruit passives. Donc, c'est une simple barrière physique. Et également maintenant non passif, donc électronique, qui fonctionne par modulation des ondes sonores. C'est-à-dire que l'appareil va reconnaître si le bruit est inférieur à 80 décibels, dans ce cas, il ne va pas le masquer. Et par contre, s'il est supérieur à 80, cela va le filtrer. Ça permet de continuer à être dans son environnement de travail, mais ne pas être en danger. Et il existe maintenant aussi des EPI bruit connectés pour pouvoir recevoir des appels, qui fonctionnent comme un talkie-walkie pour pouvoir échanger entre les collègues dans un environnement très bruyant, etc. Au niveau des casques anti-bruit, il existe des casques anti-bruit serre-tête, donc c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent avec l'arceau qui passe au niveau de la tête, mais il existe également des casques serre-nuque, donc dont l'arceau passe au niveau du cou. Ces casques sont parfois plus adaptés pour les personnes notamment qui portent des lunettes pour éviter que l'arceau n'appuie sur les tiges des lunettes, sur les branches des lunettes.
Il faut savoir que quelle que soit la protection auditive qui est choisie, chaque protection auditive a son SNR. Le SNR, c'est le taux d'atténuation, c'est-à-dire de combien de décibels va réduire le bruit environnement quand on porte cette protection auditive. Ces SNR varient généralement entre 16 et 32 décibels. Il faut savoir que ce SNR n'est valable que si le salarié porte l'EPI 100% du temps, c'est-à-dire qu'il les met avant de rentrer dans la zone bruyante et il ne les enlève qu'une fois sortis de la zone bruyante et on ne les enlève sous aucun prétexte dans l'environnement de travail, que ce soit pour écouter un bruit spécifique sur une machine, pour prendre un appel, pour parler avec son collègue, etc. Pourquoi? Parce que si on enlève ne serait-ce que 5 minutes sa protection auditive, alors la protection sur 8 heures ne sera plus du tout la même. Par exemple, si on part sur un SNR de 30 décibels, si on enlève ne serait-ce que 5 minutes, alors on n'a plus qu'une protection de 19 décibels sur 8 heures. Et si au global, on l'a enlevé 15 minutes, on a divisé par 2 le niveau de protection. Donc les PCB, pour être efficaces, doivent être portés en continu. Il faut savoir que la norme EN 458 nous dit que les préconisations pour qu'il y ait un PICB soit efficace, il faut que NRE, niveau résiduel d'exposition, soit inférieur à 80. Le NRE, qu'est-ce que c'est? C'est on a mesuré vos décibels dans l'établissement. Par exemple, vous êtes à 85 décibels. Si vous choisissez un PICB avec un SNR de 30, alors on va enlever 30 décibels à ces 85. Nous arrivons donc à 65 décibels. La norme nous dit que pour être satisfaisant, il faut arriver à un NRE compris entre 70 et 75. Il y a une tolérance entre 65 et 80. Au-dessus de 80, il y a un risque de perte d'audition, nous ne sommes pas protégés correctement. En dessous de 65, les salariés sont en surprotection. Attention à la surprotection. En effet, des fois, les salariés sont surprotégés parce que l'employeur, en pensant bien faire, a choisi le SNR le plus important. Mais le problème de la surprotection, c'est ce qui justifie parfois que les protections ne sont pas portées ou mal portées. Parce que quand les salariés les portent, ils sont complètement coupés du monde. Ou ils n'arrivent pas à échanger avec leurs collègues, ou ils n'entendent pas le bruit qu'ils peuvent entendre. La surprotection peut être aussi source d'accidents. On ne va pas entendre l'alarme, on ne va pas entendre un bip de recul, etc. La surprotection aussi peut engendrer un mauvais port des EPI. C'est souvent qu'on ne va avoir qu'un seul EPI porté, qu'une oreille, pas l'autre, ou décalé, ou pas mis correctement dans l'oreille. Donc, il ne faut pas choisir le SNR de façon aléatoire, car il y a derrière un fort risque de surprotection. Donc, en rapide résumé, pour les protections individuelles contre le bruit, il est très important de lire les notices d'utilisation et de former les salariés au port des EPI bruit. En effet, il y a une méthodologie spécifique pour mettre des bouchons jetables, une autre méthodologie pour mettre des bouchons réutilisables, encore une autre méthodologie pour mettre des bouchons moulés, etc. Vous pouvez retrouver des petites vidéos tutos, notamment sur le site de l'INRS. En effet, il est important, par exemple, de tirer l'oreille pour mettre des bouchons jetables, d'ouvrir la bouche au moment de mettre des bouchons moulés, etc. Donc, dès que l'on fournit des EPI bruit à un salarié, il est important de le former à son utilisation. Bien se laver les mains avant de les mettre en place pour éviter tout risque de contamination. Les positionner correctement et les ajuster avant de rentrer dans la zone bruyante et non pas une fois qu'on est arrivé à côté de son poste de travail. On respecte bien le port durant toute la durée de l'activité et on ne les enlève qu'une fois sortis de la zone bruyante et non pas au moment de partir en pause par exemple. Et aussi, on respecte les consignes d'utilisation et d'entretien. Des bouchons jetables se jettent après chaque utilisation. Les bouchons réutilisables, moulés et les casques se nettoient. Le fournisseur doit vous fournir une petite solution lavante ou sinon à l'eau savonneuse, mais il est important de nettoyer ces protections individuelles. Surtout s'il s'agit de bouchons, parce que c'est un corps étranger que l'on met dans l'oreille et il y a un fort risque de contamination du conduit auditif. Et ensuite, au niveau du stockage, on les stocke dans une boîte qui ferme hermétiquement et non pas dans la poche du pantalon, sur la zone d'atelier, etc. Encore pour les règles d'hygiène.
Donc, au niveau du pôle métrologie, il y a une prise en charge du risque bruit. Donc, tout d'abord, il y a un repérage. Ce repérage peut être fait notamment par l'assistant technique santé au travail, donc ATST, dans le cadre de la création ou de la mise à jour de la fiche entreprise. Cela peut être réalisé, le repérage peut être fait par le médecin ou son EPD, l'équipe pluridisciplinaire, ou les sollicitations peuvent venir également directement de l'entreprise, soit parce qu'il y a eu des demandes des salariés, soit parce qu'il y a par exemple la mise à jour du document unique ou des besoins spécifiques. Dans tous les cas, il y a toujours une préétude qui est réalisée entre le pôle métrologie et l'entreprise. Cette préétude se fait dans les locaux de l'entreprise pour pouvoir visiter les lieux, définir les besoins avec l'entreprise et définir une stratégie de mesure pour être le plus adapté possible aux besoins et à la situation actuelle. Ensuite, il y a l'organisation de la ou des campagnes de mesure, la rédaction du rapport et ensuite la restitution dans l'établissement. La restitution s'effectue généralement avec les mêmes personnes que la préétude. On ne demande pas à ce que les salariés soient présents au moment de l'étude, que les salariés de l'étude soient présents au moment de la restitution. Au niveau du pôle métrologie, nous sommes équipés de sonomètres. Les sonomètres, ce sont des gros micros qui permettent de faire des mesures ponctuelles dans certaines zones, à côté d'une machine ou dans des situations spécifiques, par exemple au moment de l'utilisation d'une soufflette, etc. Ici, le tableau du sonomètre fonctionne en colonnes. Donc, chaque colonne correspond à une mesure. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout donc les dBA. Donc, pour rappel, est-ce qu'on est en dessous ou au-dessus des 80 décibels sur 8 heures? Et en dessous, ce sont les fréquences. Nous, au niveau du pôle métrologie, on n'analyse pas les fréquences pour vous dire si vous êtes plutôt en fréquence élevée ou basse. Par contre, on vous fournit les données et n'hésitez pas ensuite à les fournir aux équipementiers de protection collective ou individuelle parce que cela peut avoir un impact sur les choses qu'ils vont vous proposer. Et nous sommes également équipés d'exposimètres. Donc, les exposimètres sont des petits boîtiers que l'on met au niveau de l'épaule du salarié. Le salarié va continuer sa prestation comme il le fait habituellement. On enregistre uniquement les bruits, pas les conversations. On reste sur place le temps des mesures. Je sais qu'il y a d'autres services de santé au travail qui ne font pas le choix de cette stratégie-là. Ils vont les laisser beaucoup plus longtemps, mais ne pas rester sur place. Nous, on a fait le choix de faire des mesures plus courtes, environ 2 heures, mais de rester sur place pour pouvoir noter tout ce qui se passe et ensuite interpréter les courbes. Est-ce que la personne était en pause? Est-ce que le salarié a utilisé une soufflette? Est-ce qu'il y a eu une alarme? Et sur quelle machine il était, à quel moment, etc. Le fait de rester sur place permet également de faire les mesures de sonométrie en même temps. Et ça permet également des fois de visualiser des situations qui ne sont pas adaptées. Par exemple, les bouchons jetables sont à disposition à l'autre bout de l'atelier. Donc, la personne doit traverser tout l'atelier pour récupérer les bouchons jetables. Ça permet, au moment d'une pause, les salariés vont faire la pause dans l'atelier, donc ils vont tous enlever leur protection, mais les machines continuent à tourner. Donc, voilà pourquoi on a fait le choix de la stratégie de rester sur place. On extrait ensuite au bureau via un logiciel les résultats obtenus. Et donc, cela permet de voir si le salarié sur 8 heures est en dessous ou au-dessus des 80 décibels et s'il a été confronté à des niveaux de crête. Si ces niveaux de crête ont été supérieurs à 135, 137 ou 140 et combien de niveaux de crête il y a eu. Il faut savoir que nous ne réalisons pas de cartographie globale. Il est nécessaire de définir un périmètre d'intervention qui est généralement déterminé au moment de la préétude. Et on ne peut pas intervenir s'il y a une mise en demeure de l'inspection du travail, car nous ne sommes pas un organisme accrédité COFRAC. Il y a également une prise en charge du risque bruit qui est pris en compte par le pôle médical. En effet, des audiogrammes sont réalisés par les assistantes médicales ou les infirmières selon le protocole médical en vigueur. Ces audiogrammes sont réalisés avec des casques dans les bureaux ou en cabine pour certains centres. Il faut savoir qu'il y a toujours ce code couleur pour les EPI bruit, c'est-à-dire bleu oreille gauche, rouge oreille droite. Et donc, la personne va envoyer des sons à différentes fréquences, 1000 Hz, 2000, 3000 jusqu'à 8000, d'abord dans l'oreille gauche, puis dans l'oreille droite. Et le salarié devra appuyer sur un bouton lorsqu'il entend ce bruit, ce son. Et donc, du coup, si on doit augmenter de plus de 30 décibels ce son, on va commencer à parler de perte d'audition.
Il y a différents seuils de perte d'audition, doux, modéré, modéré sévère, sévère et profond. Et en fonction des résultats obtenus, le médecin du travail peut réorienter le salarié vers un spécialiste et également prendre contact avec l'entreprise pour voir si le risque bruit est pris en compte ou donner également l'information au pôle métrologie pour demander une intervention. Il faut savoir que ces audiogrammes sont réalisés au niveau de l'AIST, la prévention active, depuis 2016, ce qui a permis d'avoir un vivier assez important de données. Et c'est pourquoi la cellule statistique a souhaité mettre en évidence des facteurs de risque de surdité professionnelle, en partant notamment du tableau MP42, qui est le tableau des maladies professionnelles, donc atteintes auditives provoquées par des bruits lésionnels, et l'IPA, l'indicateur précoce d'alerte, qui, dans une population exposée au bruit, propose un risque de handicap auditif qui résulterait d'une exposition prolongée. Et il a donc été mis en évidence que les personnes les plus à risque sont les hommes salariés de plus de 50 ans, travaillant dans le secteur du transport, de la construction ou de l'action sociale. Et généralement, ce sont des personnes qui sont en polyexposition, c'est-à-dire qui ne sont pas uniquement confrontées au risque du bruit, mais également au risque chimique, au TMS, etc. À savoir que vous pouvez retrouver de plus amples informations sur le bruit, mais également sur d'autres modules via nos modules de e-learning présents sur le site de l'AIST, la prévention active. Vous pouvez retrouver également de nombreuses vidéos, affiches, documentation sur le site de l'INRS. Au niveau de l'AIST, nous pouvons vous proposer des petits flyers sur les différents EPI, mains, pieds, etc. Et bien sûr, du coup, sur les protections individuelles contre le bruit, pour sensibiliser les salariés via des quarts d'heure de prévention, des causeries, ou pour, dans le cadre de journées de la santé et de la sécurité, etc. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur la sensibilisation au bruit au travail. Si nous devions retenir quelques informations, c'est d'être donc vigilant au bruit à partir de 80 décibels. Mais en dessous, il y a tout de même un risque de fatigue auditive qui est important à prendre en compte. Privilégier les actions collectives aux actions individuelles et ensuite mettre en place les actions individuelles. Au niveau du choix des EPI bruit, il existe un panel important, donc se rapprocher des salariés pour que l'EPI lui soit le plus adapté et le plus confortable possible, et être vigilant au choix du SNR, donc le taux d'atténuation, pour que le salarié ne soit pas confronté à la surprotection ou à la sous-protection. Être vigilant aux règles d'hygiène, à l'entretien et comment on met en place un EPI bruit quand il est nécessaire de rentrer dans la zone bruyante. On les met avant de rentrer et on les enlève une fois sortis de la zone bruyante. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions via le webinaire. Si vous avez des questions ultérieurement à celui-ci ou des questions beaucoup plus spécifiques, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, donc soit via le site de l'AIST, soit directement par mon adresse mail l.demaison@aistlpa.fr. Je vous remercie de votre attention. Je vais voir si Magali a mis des questions. Donc, j'ai une question qui est bonjour, comment mesurer les décibels au sein de l'entreprise? Donc, idéalement, vous pouvez donc demander soit au pôle métrologie, c'est un organisme extérieur, de faire des mesures de bruit. Donc, mesure de bruit via donc, le sonomètre que je vous ai présenté, donc le gros micro, et les exposimètres. C'est très important d'avoir les deux. Exposimètre qui permet d'avoir concrètement ce que le salarié perçoit durant son temps de travail. Vous pouvez également investir dans des sonomètres pour pouvoir vous faire vos mesures dans l'établissement. On ne conseille pas du tout les applications de sonométrie qui sont disponibles maintenant sur les téléphones portables parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout adapté à l'environnement professionnel et vous aurez des données complètement erronées. J'espère avoir répondu concrètement à la question. N'hésitez pas à revenir. Et donc, visiblement, il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, je vais fermer ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers moi ultérieurement si vous avez des besoins spécifiques, des questions particulières. On peut également intervenir au moment de campagne de sensibilisation. On peut venir sensibiliser les salariés sur le risque bruit. Je vous remercie. Au revoir.